Oh, je vais rester debout. Ils sont partis. Ça vous dérange? Non, je dis ça pour vous. Ok. Parce que sinon on va bonsoir à tous. Alors, je vais inviter Emmanuela. Emmanuela, est-ce que vous pouvez prendre place, s'il vous plaît? En principe, non. On devrait passer une tête comme S'il vous plaît, chacun à sa place. Et il y a une communication importante. Dans le cadre des mesures Covid, la salle ne peut pas accueillir plus de 50 personnes. Donc, ceux qui sont de Bruxelles, comme on l'a dit tout à l'heure, ces personnes doivent essayer de manifester un geste citoyen et se dire que demain, il y a une rencontre avec la diaspora entre Monseigneur Kodjo et l'ensemble des Togolais en Belgique. Et à ce titre, il est important que ces personnes puissent céder leur place à nos frères et sœurs qui viennent de loin. C'est très important. Donc, et également, il est important de demander à ceux qui sont dehors de pouvoir libérer le trottoir, parce que la police, dans le cadre des mesures sanitaires, si elle vient ici, elle va annuler cette conférence de presse. Une dernière chose, ce n'est pas une conférence publique, c'est une conférence de presse, c'est-à-dire qu'elle est d'abord à destination de la presse. Et après, on pourra prendre quelques séries de questions qui sont des questions des personnes qui sont présentes dans la salle. Mais on va d'abord prioriser les journalistes, les médias. C'est important. Alors, je crois que le président du comité d'organisation, il est là. Je vais lui demander de venir à mes côtés. Monsieur Philippe Amedodi. Chers amis, ceux qui sont dehors, ceux qui sont debout, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Ceux qui sont dans le couloir, soit vous venez vous installer, soit vous êtes obligés de sortir parce qu'on ne peut pas avoir des gens debout un peu partout dans la salle. Soyez compréhensifs, s'il vous plaît. Alors, sans plus tarder, je vais donc me présenter. Je suis Olivier Dossou. Je voudrais saluer l'assistance, saluer tout le monde et vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir ici en ce 20 mai 2021, à l'occasion donc de cette conférence de presse. Et saluer également chaleureusement et avec beaucoup de déférence Monseigneur Kodjo, qui, malgré le poids de son âge et de ses responsabilités, a accepté d'être parmi nous cet après-midi. Je voudrais qu'on puisse l'acclamer avec votre autorisation. Merci beaucoup, Monseigneur, et merci donc à l'ensemble de sa délégation qui a fait des pieds et des mains pour être avec nous cet après-midi. Alors, je voudrais également m'excuser donc pour le retard qui a été pris dans le démarrage de cette conférence de presse. Et donc, nous allons rattraper le train.
et essayer au mieux d'apporter des éclairages à l'ensemble des questions qui se posent dans le cadre de la tournée européenne de Monseigneur Poudreau. Alors, je voudrais également préciser que cette conférence de presse a une portée panafricaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une mutualisation, d'une union des populations et des fils d'Afrique face à la situation et à la tragédie du peuple togolais. C'est très important. Désormais, le peuple togolais n'est pas seul. Il doit comprendre qu'il y a également des frères d'autres pays d'Afrique, du Bénin, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, du Congo, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Gabon, etc., qui sont aux côtés du peuple frère du Togo. Donc ça fait plusieurs décennies que la crise et la tragédie togolaise durent. On espère qu'elle connaîtra rapidement un heureux dénouement pour le bien-être des populations et la dignité du peuple togolais et également du peuple africain. C'est important de le signaler. La dernière chose, c'est de dire également que la portée panafricaine de cette conférence de presse est liée également au fait que dans quelques jours, nous allons fêter donc le 58e anniversaire de l'organisation de l'unité africaine qui deviendra par la suite l'Union africaine au sommet de Sirte en 1999 à l'initiative du guide de la Jamaïrie arabe libyenne Muammar al-Kadhafi. Donc l'Union africaine aujourd'hui est une association d'États, mais elle n'est pas encore au service des peuples africains. Donc ça pose également un problème et c'est surtout pour combler ce déficit à la fois de légitimité à soutenir le combat pour la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme pour les populations africaines que les peuples d'Afrique doivent s'unir, se mobiliser et soutenir le combat pour la dignité de chaque pays africain. Aujourd'hui, c'est le Togo. Hier, c'était la Côte d'Ivoire où nous avons fait le même exercice ici il y a quelques mois. Il y a eu également la Guinée-Bissau ici, le Sénégal, le Ghana, etc. Donc l'Afrique aujourd'hui connaît une crise très très grave. Une crise des processus démocratiques qui a démarré dans les années 90, mais aujourd'hui, partout, l'ensemble de l'Afrique est malade. Malade essentiellement pour trois raisons. On assiste à une confiscation des pouvoirs de la part des dirigeants qui sont peu ou mal élus. Vous avez également des violations massives de droits de l'homme. Et en dernière position, vous avez une paupérisation des Africains qui sont obligés, pour avoir un mieux-être, de fuir par le désert, d'aller mourir dans la Méditerranée. Donc, c'est pour essayer de comprendre tout ça et surtout la tragédie du peuple togolais que Monseigneur Poudreau et l'ensemble de sa délégation apportera donc une série d'éclaircissements à l'assistance et à la presse qui est dans cette salle. Alors, sans plus tarder, je vais inviter donc le président du comité d'organisation à vous dire un mot d'accueil, à vous saluer et à surtout remercier ceux qui ont fait de longue distance pour être parmi nous cet après-midi. Monsieur Philippe Amedouji, je vous prie de l'ovationner s'il vous plaît. Alors Philippe. Merci Olivier. Mais tu as déjà tout dit à ma place. Mais c'est pas grave. Je tiens à remercier vous tous, ici présents ce soir, malgré les contraintes professionnelles, familiales. Je vous remercie énormément. Olivier, où aujourd'hui, en me citant, on parle du président du comité de coordination. Non, on a travaillé, c'était un travail d'équipe. Je tiens à remercier tous ceux qui, dans cette équipe, ils se reconnaîtront. Je ne peux pas me permettre de citer les noms, ils sont nombreux, qui ont travaillé activement pour que aujourd'hui soit un grand jour comme nous aimons les vivre. Olivier l'a dit tout à l'heure, nous aimerions mettre cette rencontre sous le signe de l'union. Nous sommes à Bruxelles qui accueille les institutions de l'Union européenne.
c'est pas pour rien qu'à un moment donné, les Occidentaux ont compris que la force se trouve dans l'union et non dans la division. Nous ne le dirons jamais assez. La diaspora, ayant goûté aux fruits de la liberté, ayant compris que la liberté d'opinion, d'expression permettait de libérer des énergies pour construire le continent, nous avons le devoir de faire pareil parce que nous devons cela à nos pays et à notre continent qu'est l'Afrique. J'invite alors, c'est le message que moi j'aimerais passer aujourd'hui, nous devrions à partir de dorénavant, comme ma sœur également avait lancé l'appel, je lui enjoins le pas pour dire travaillons sans relâche à l'union. Il y a plus de choses qui nous unissent que nous divisent. Travaillons à cela. Et c'est seulement dans l'union de nos forces, de nos ressources, que se trouvera la solution au problème de la dictature qui sévit en Afrique. Nous ne saurons commencer cette séance sans nous rappeler de la lutte des pères et mères de l'indépendance. Je vous invite très humblement à vous lever afin que nous puissions exécuter l'hymne national de notre chère patrie. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivons vertu, vaillance pour la postérité. Que vienne les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Grand Dieu, toi seul nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité. Togolais, viens, bâtissons la cité. Je vous remercie. Merci Philippe Ahmedodji. Alors, je vais donc, sans plus tarder, inviter à la lecture de la déclaration préliminaire qui va se faire et qui est distribuée dans la salle. Veuillez prendre connaissance de cette déclaration liminaire. Donc, je vais inviter, je ne sais pas si c'est monsieur Achou Kouissi, donc le ministre des Affaires étrangères du gouvernement du docteur Guillaume Kodjo, a donné lecture de cette déclaration liminaire. Monsieur Achou, s'il vous plaît, vous avez un micro sur votre table et nous vous écoutons. Vous avez exactement 15 minutes, s'il vous plaît. Je pense que je vais être très synthétique. Cette déclaration liminaire de cette conférence de ce soir intitulée « Appel vibrant à l'Union européenne et aux Nations Unies, une sortie de crise pacifique ». C'est mieux de prendre le micro, surtout pour les médias. Donc je disais que cette déclaration est intitulée « Appel vibrant à l'Union européenne et aux Nations Unies, une sortie de crise pacifique au Togo ». Je ne vais pas lire tout le document, je vais être très synthétique pour que le débat soit enrichissant. Le Togo est confronté depuis son indépendance, comme l'a toujours dit le patriarche de la nation, son excellence Monseigneur Philippe Kodjo, à une crise spirituelle. Il y a un incident fondateur de la République du Togo que beaucoup de gens ne savent pas, mais après, ça s'est grevé avec l'assassinat du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, une crise managériale.
qui va devenir une crise politique et managériale. Cette crise, au fil des années, où la vision de souveraineté, de véritable indépendance, il y avait déjà la souveraineté monétaire, la souveraineté politique, tout ça s'était plombé. Et donc notre pays, au fil des années, de la moustère colonie qu'elle était pour les Allemands, colonie modèle à l'indépendance, selon des experts français, le Togo est devenu l'orphelinat de l'humanité. Et cet orphelinat de l'humanité, les indicateurs internationaux, l'indice de bonheur des Nations Unies 2021 le classe parmi le 14e pays le plus malheureux sur Terre, sans compter tous les indicateurs qui dénotent de la corruption et du mal-être dans ce pays. En 2019, plus précisément le 31 janvier 2019, le patriarche de la nation, son excellence Monseigneur Philippe Kokodjo, désignait un candidat qu'il estimait pouvoir porter les attentes légitimes de changement d'alternance politique au Togo, en la personne du docteur Gabriel Agoumé Sankodjo, qui le 22 février 2020 a été, grâce au rebond de 25% d'électorats qui se sont mobilisés avec l'intervention du patriarche de la nation, a gagné brillamment, de façon massive, cette élection présidentielle. S'en est suivi un triple coup d'État électoral, militaire et judiciaire, et plus tard une hérésie diplomatique qu'on peut qualifier de coup d'État diplomatique. Notre pays est dans l'impasse avec tout ce qui s'est passé. Il y a un bicéphalisme politique. D'un côté, le gouvernement légitime du Togo, présidé par le réel vainqueur du scrutin, de l'autre, le gouvernement de fait soutenu par les réseaux internationaux et la communauté internationale. Le pays est confronté à une grave crise. La gouvernance du pays, on le voit aujourd'hui, le Togo a régressé, les atteintes aux droits de l'homme sont massives. En témoigne dernièrement la condamnation à 24 mois de prison quand même d'un ministre de la communication pour délit d'opinion. L'arrestation du conseil spécial du président, M. Paul Michel Bétor. Manger, vêtir, le minimum des droits est violé au Togo. Et ceci avec une complicité passive devenue active depuis le 4 mai et le 11 mai de la communauté internationale à travers le groupe des ambassadeurs, le 5, qu'on appelle le G5, qui représente la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'UE et le système des Nations Unies. En même temps, ils nous demandent d'apporter notre contribution à une sortie de crise, tout en disant qu'il n'y a pas de crise post-électorale, mais une grave crise. C'est dans ce contexte-là que le gouvernement légitime du Togo, par rapport à leur requête, a transmis d'abord une résolution condamnant cette posture impérialiste vis-à-vis du peuple togolais, et ensuite un mémorandum de sortie de crise pacifique. Ce mémorandum, si vous voulez, c'est un plaidoyer pour que les valeurs de liberté, de démocratie, d'humanisme qui ont fondé la Société des Nations, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, et plus tard, dans un passé récent, l'Union européenne, que ces valeurs qui structurent le droit international soient respectées au Togo, parce que le Togo va vers le pire. Donc, Monseigneur Kodjo, comme il a toujours dit, il a apporté la foi, il a amené dans cette lutte la vision christique et chrétienne de la vie, à savoir un monde d'amour, de fraternité, de partage, où le pauvre est porté par celui qui semble être dans une meilleure posture. Un monde qui doit voir l'émergence glorieuse du Togo de l'humanité.
donc le gouvernement légitime du Togo et la dynamique Monseigneur Podjo, sont dans une dynamique d'aider notre pays à sortir de cette crise de façon pacifique. Et en faisant le plaidoyer vis-à-vis de l'ONU et de l'UE, c'est sans faire résonance, c'est sans compter le souci de faire résonance à ce qui s'est passé en 58 jusqu'en 60, lorsque le référendum pour l'indépendance du Togo a été obtenu. Donc, nous n'allons pas beaucoup parler en cours du débat. Je pense que nos échanges nous permettront de voir clair. Je vous remercie, M. Olivier Dessous, pour la modération de cette conférence de presse et surtout pour l'excellent travail panafricaniste que vous faites au service des intérêts des peuples d'Afrique. Merci, docteur Atou. Alors, on va réserver, donc, on va faire légèrement une entorse au protocole de cette conférence de presse. On va réserver le clou vraiment de la déclaration de cette conférence de presse, donc celle de Monseigneur Podjo, après celle de la ministre Madame Péchou, Emmanuela, c'est bien ça. Voilà. Donc je vais vous inviter à prendre la parole et surtout à délivrer un message à l'ensemble de la presse, à ceux qui sont ici et surtout nous expliquer les objectifs qui sont poursuivis par cette tournée européenne qui est organisée par la dynamique Monseigneur Podjo. Et ensuite, nous écouterons avec beaucoup de déférence, donc, Monseigneur Podjo. Alors, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci. Je pense que la diplomatie n'aura pas de sens si elle ne s'occupe pas des solutions des êtres humains, je veux dire des Africains. Nous voyons partout dans les réseaux sociaux que si c'est en Libye ou en Italie, les Africains meurent. Des centaines d'Africains qui perdent leur vie. Et la cause, c'est que nos pays sont pris en otage. L'Afrique n'est pas pauvre. Mais nous remarquons que les richesses de l'Afrique sont plutôt utilisées en Europe qu'en Afrique. Et au même moment, les Européens soutiennent les dictateurs en Afrique. C'est paradoxal. Donc notre objectif, comme vous l'avez déjà dit, le problème africain n'est pas que togolais. Ça concerne tous les peuples. Et surtout en l'occurrence, les peuples colonisés par la France. Le Cameroun, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Et je pense que si nous, les Africains, nous nous unissons et que nous fédérons nos efforts, nous pouvons avoir gain de cause. Nous devons d'abord nous respecter et imposer ce respect aussi à nos pays d'accueil. Et je pense que ce que le prélat fait, c'est émouvant de voir un homme de 91 ans qui dit que moi-même je serai à Bruxelles, la capitale européenne, pour porter la voix des sans-voix. Et c'est à saluer. Quand j'ai vu aujourd'hui nos compatriotes, je me suis dit, c'est pas un parti politique qui nous unit, mais c'est plutôt le Togo. Et après le Togo, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et après l'Afrique de l'Ouest, c'est toute l'Afrique entière. Donc, mon message à chacun de nous et à chacune de nous, c'est d'être solidaires. Nous ne pouvons jamais avoir les mêmes points de vue. Ça, les Allemands disent que quand vous vous frottez, il y a de l'énergie. C'est quand nous avons des opinions diverses que nous pouvons avoir le meilleur de ce que nous voulons. Donc, de laisser des débats qui ne nous amènent nulle part, de laisser à nous critiquer
à longueur de journée. Moi, je me dis, si les plateformes étaient des champs de manioc, l'Afrique n'aura pas de malnutrition, on aura assez. Prenons un exemple banal. En Afrique, nous avons du maïs, nous produisons de maïs, mais on laisse le maïs et nous consommons du blé. Parce que certains ministres qui sont en exercice, ils en profitent. Chacun devient businessman au dos du peuple. Et je ne peux que nous encourager. Et je sais que si la diaspora décide aujourd'hui de dire nous en avons marre des partis politiques, bientôt plus de 50 ans que nous avons la démocratie. Et cette démocratie n'existe que de nom. Dans l'application, c'est nul. Alors, si nous décidons aujourd'hui de dire nous allons porter le Togo et avec le prélat, parce qu'il est un symbole pour nous. Imaginez le prélat aujourd'hui, où est-ce que nous serons? Donc, je nous prie de regarder la misère de ceux qui sont au pays. Et notre misère même, parce que nous travaillons ici, mais nous ne profitons pas assez des fruits de nos efforts. Et bientôt, nous serons à la retraite, nous allons rejoindre nos parents, et le même système est là. Nous avons des herbes, on peut aussi cultiver, on peut aussi développer beaucoup de choses. Donc, voilà ce que je peux dire aujourd'hui, que je salue et je suis vraiment honorée de voir le prélat en personne. Je me suis dit, Dieu merci, le choix qu'il a fait. Nul ne dit ici que M. Agbeome, Dr Agbeome Kodjo est un saint. Non. Nous tous, nous avons des casseroles. Mais à un moment donné, choisissons un homme de conviction qui pouvait nous conduire à bon port. Et mon message encore, soyons solidaires comme nous le sommes aujourd'hui. J'ai vu aujourd'hui en face de l'ambassade de la Russie, je me suis dit un nombre important de Togolais et je me suis dit waouh, continuons comme ça. Dès qu'on nous appelle, soyons prêts pour aller. Parce que nous, aujourd'hui, nous posons les bases et les pierres d'une démocratie ou bien d'un état de droit solide et que personne ne détruira. Voilà mon message que je peux dire. Merci. Merci à vous. Alors, nous allons à présent donc écouter, j'allais presque dire le sermon de Monseigneur Kodjo, mais comme nous ne sommes pas ici à l'église, mais bien sûr dans une conférence de presse, on va lui donner donc avec beaucoup de respect et d'autorité, Monseigneur, vraiment la parole pour nous délivrer votre message, surtout à l'ensemble de ceux qui sont ici, la communauté européenne, l'ensemble des Africains qui sont ici, parce qu'il faut rappeler que pourquoi nous inscrivons cette conférence de presse dans un cadre panafricaniste, parce que nous sommes bien ici au siège de l'Union européenne. Donc ils sont 28 États qui se sont unis pour devenir encore plus forts. Donc il est important aussi que les Africains ne restent pas en marge de la question togolaise, se mobilisent pour soutenir le peuple togolais, mais le peuple togolais aussi se mobilise pour soutenir d'autres peuples frères en Afrique. Monseigneur, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup de cet honneur qui m'est fait. Et je ne vous décevrai pas. Je dis a priori, pour ceux qui osent de considérer mon âge avancé comme un don de Dieu pour le Togo, quand tu vois des gens me soutenir, ils disent que c'est moi qui suis. Et je disais en otage, et que c'est moi. Quand je le dis, oh, alors à cela je leur dis, on y croit qui mal y pense. Tout simplement. Je vais dire quand j'essaie de ma propre pensée pour ce que je vis et que je désire pour le Togo. Le changement majeur de la crise socio-politique est que la communauté internationale, qui au début
était réservée, voire dubitative vis-à-vis du traficonnage des résultats des élections du 22 février 2020, fait volte-face et reconnaît la forfaiture, ce qu'il convient d'appeler le coup d'État électoral, mais qu'après avoir empoché l'argent des pauvres distribué par force. Oui, l'argent des pauvres. Quelle honte! Quelle ignominie! Quelle infamie! Que Macron change d'habit et aujourd'hui valide cette signature falsifiée, ce qui saute aux yeux, même vis-à-vis des enfants, c'est incroyable. Ceux qui sont censés faire la promotion de la démocratie et de l'état de droit font plutôt le contraire. C'est-à-dire la promotion de la voyoucratie, du gangstérisme d'État. Je suis tout vraiment choqué, vraiment peiné par ce spectacle affligeant. Ceux-là sont des bandits à col blanc qui désormais dirigent la communauté internationale. Car l'essentiel pour eux, c'est de se remplir les poches, tout simplement. En oubliant qu'il y a la justice de Dieu. Voilà mon point fort qui fait que je suis révolté. Et puis, cette révolte que je vis n'est même pas partagée par mes confrères évêques. Ceux-là qui sont les pasteurs chargés du troupeau de Dieu et qui, au contraire, se font la joie de collaborer avec les loups féroces, les lions, les animaux qui déciment le troupeau de Dieu. Voilà comment il va essayer de m'écheler le jour où il a été invité par le président Faure, qui les a invités en ajoutant qu'il ne veut pas que je me joigne à leur groupe. Je leur ai dit, n'y allez pas. Il va vous exploiter pour cette campagne électorale. Je les ai bel et bien informés. Mais ils sont allés quand même. Et on leur a donné de l'argent. Vous imaginez? Et les évêques ont reçu cet argent. Et ils sont venus me dire que ce qu'ils ont reçu, c'est pour réaliser des projets de charité. Oh! Et que c'est les parents même qui vont faire ce travail, mais que c'est la Caritas. Mais la Caritas, c'est votre institution. C'est vous-même. Voilà comment cela a été opéré. Et ils ont écrit un message à tous les catholiques de la nation congolaise pour leur dire que tout l'activisme de Monseigneur Poisson n'engage que sa signature. Oui, mes amis. Je ne me décourage pas.
Au contraire, je suis plus décidé à donner à tout l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a affronté les puissants de ce monde. Il a craché la vérité. Il n'y a pire sourd que le sourd que celui qui ne veut pas attendre. Il doit faire les sourds, et non seulement il doit faire les sourds, mais ils vont tuer le Fils de Dieu qui a versé son sang. Mais comme lui, le Fils de Dieu, c'est après sa mort que le triomphe a été affirmé par Dieu lui-même et qui a ressuscité son Fils. Moi, je n'ai pas cette vertu de là. Mais je suis décidé et je suis sûr, je leur ai dit à mes Togolais, l'élément que moi j'apporte à cette lutte que nous avons engagée pour la vérité, pour les pauvres, l'élément que j'apporte, c'est la foi. Par conséquent, avec la foi, on triomphera. Amen. Dieu ne laissera pas tomber. On triomphera. Amen. Je suis sûr de cela. Je le signe et je le consigne. Alors donc, nous sommes donc engagés dans cette lutte. Et ceux sur qui nous avons compté, les instances internationales nous ont complètement déçus. Encore une fois, c'est des gangsters. Tout simplement. Aujourd'hui, ils ont montré leur vrai visage. Par conséquent, c'est le peuple togolais lui-même qui doit s'organiser. C'est le peuple togolais qui doit s'organiser. Et m'aider à foutre en l'air tous ces loups-là. Ne souhaitent pas leur mort, mais qui déguerpissent, qui quittent le pays, qui s'enfuient. Et puis, je découvre l'ardeur de tous ceux qui ont adhéré à ce mouvement qu'ils vont appeler DMK, Dynamique Monseigneur Bonjour. Ils sont ardents. Mais comme la lutte dure, il y a des défections là-dedans. C'est normal. Cela ne doit pas nous gêner, nous décourager. Non, c'est normal. C'est satisfaisant. Et aussi, des traîtres parmi nous. Je les ai délégués et ils sont furieux contre moi. Quand ils étaient dans la C14, mais c'était vraiment une hypocrisie. Cette opposition qui a donné le nom de l'opposition en faveur des pauvres. Oh! D'accord. Ils touchaient l'argent du gouvernement. Ils s'étaient arrangés avec le gouvernement de Fort, qui leur a dit, si vous avez des besoins, adressez-vous à moi, je vous donne. Vous, critiquez-moi, mais que ça s'arrête là. Vous êtes avec moi. Et le plus nanti du groupe, c'est celui qui était, comment il appelle là, le porte-parole de l'opposition, le chef de file de l'opposition. C'était femme de la NC. Oh, oh, le trou qui remplissait ses poches.
Et il se vantait que c'est lui qui avait le pouvoir d'aider les autres. Mais pas vrai du tout. Et récemment, lorsque la sœur Bolloré a éclaté, on sait combien il a reçu de Bolloré. Oh, mes amis, non, on ne peut pas être aussi faux. On n'aime pas le Togo avec une telle posture. Professeur Goguet, oh yé, encore, j'ai interrogé un à un les partis. Et les gros partis grugeaient l'argent des petits partis. Et ils s'entretuaient entre, devant le peuple, ils disaient qu'ils étaient l'opposition. C'est ça que j'ai cassé et qui ne me pardonne pas. C'est ça. Du courage, du courage. Bravo. Que la lutte de l'opposition est morte avec Monseigneur Pozo. C'est le monde. On sait qu'il y a raison. Ce n'était pas une vraie opposition. Quand je leur ai parlé de candidature unique, de candidat unique, savez vous ce qu'ils ont dit? Ils disent, Monseigneur, c'est l'unité, l'union qui fait la division. Non, quel langage me parlez-vous? L'union qui fait la division. Hein? Alors j'ai dit qu'il y a un proverbe chez nous qui dit qu'un vieux avait appelé un jour ses enfants et il leur a remis un balai en leur disant, cachez-moi ce balai. Les enfants ont pris le balai à tour de rôle. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Mais le vieux dit, apportez-moi le balai. Il a commencé par effilocher les baguettes et les a cassées à un moment donné, le balai. Et tout. L'union fait la force. L'union ne peut jamais diviser la force. Alors, j'ai invité ceux qui veulent répondre à mon appel pour qu'on ait un candidat unique qui vienne. C'est ainsi que nous avons procédé pour aboutir au choix de Agbeome. Et que cela, Agbeome, que j'ai proposé, et parmi les candidats qui se proposaient pour la candidature d'élection, et j'ai demandé au conseil des sages de les examiner un à un et de voir celui qui a le plus de chance, qui offre le plus de chance. Et ils sont tombés tous d'accord que c'est Agbeome qui l'emporte. Et j'ai entériné, c'est tout. Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, la voix de Dieu, c'est lui. Et je l'ai accompagné moi-même à la campagne électorale. On a parcouru les villes, le monde, tout. J'ai fait ça. À mon âge, les amis, je ne me vends pas. Oh. C'est Dieu qui travaille. Oh. Ah oui. De façon exceptionnelle, incroyable, à tel enseigne que le jour où on programmait les résultats, les militaires ont été envoyés à ma résidence et à la résidence de Agbeome pour empêcher les gens de manifester leur joie. Déjà, c'est ça. Comme les véhicules qui ne veulent pas se reconnaître de véhicules emploient la force et des histoires diaboliques pour empêcher le peuple de se réunir. Et c'est ça, c'est ce que nous vivons jusqu'au jour. Et jusqu'au jour où ils sont venus agresser Agbeome. J'ai vécu chez lui pendant 70 jours. Agbeome, pour servir de bouclier humain. Mais quand ils ont sorti l'armée avec plus de 250 militaires et des armes sophistiquées, qu'est-ce que moi je peux? Non. Donc, la force qui prime le doigt, c'est tout simplement la victime que nous avons été. Et on a transporté à
cette gendarmerie impossible là. Avec mon assistant d'ailleurs, ils sont restés là-bas. Et on les a attribués des interrogations. Ils ont des cellules où on a attaché des gens. Vous connaissez un peu les nôtres, là, je ne veux pas utiliser là-dessus. Oh, bateau. Moi, Manu Militari, on va forcer les frontières à la maison. Je mangeais les soeurs. Manu Militari. Mais le lendemain, je suis retourné dans cette gendarmerie là. Et ils m'ont arrêté à la porte. Non, pas besoin de moi. Bon, de toutes les façons, leur persécution a continué lorsqu'ils ont relâché Aguillaume et Mac, à qui ils ont donné l'ordre de ne pas mettre pied dehors, de ne pas sortir du Togo. Ah, mais là, ça, il y a une fois, quand j'étais président du Haut Conseil de la République, et que j'avais David et Bruce comme directeur du cabinet, ils ont profité de mon absence de 10 jours, où j'ai conduit les nouveaux évêques, 3 nouveaux évêques, chez le pape, pendant ce temps. Ils l'ont arrêté et il a disparu de la circulation. On l'a tué. Voilà. Parce que je ne suis plus là pour le protéger. J'ai été voir et il y a des mains pour protester. Et il y a des mains de dire, mon Seigneur, ton malheur, c'est mon malheur. Mais quel que soit mon faux, je ne connais pas. Est-ce le haut de taille? Oh, mon Seigneur, je te vois bizarre. Il y a des matins voyous. Je ne veux pas que la même chose arrive à Marc. Qui me fait, qui m'aide dans cette lutte plus que ce que David a fait. Oh, alors, j'ai décidé. Marc, on ira nous réfugier en attendant au Ghana. Quand les choses vont se normaliser, nous reviendrons. Nous pensons à une histoire de 2 semaines. Pour aller au Ghana, si vous savez ce qu'on a fait, nous sommes passés par un chemin, dans la route de Palimé, et puis on a bifurqué par un sentier. Ce sentier, c'est le sentier qui emprunte les camions qui savent ramasser du sable dans un ruisseau là. J'ai dû emprunter ce sentier. Et qui aboutit à une rivière. Cette rivière est impraticable. Au moment où on y allait, notre voiture a été enfoncée là. Grâce à Dieu, 2 paysans revenaient les champs et c'est eux qui nous ont aidés à pousser. J'ai marché à pied. J'ai traversé ce ruisseau à pied. J'avais le père de la mission a pu me trouver des bottes qui montaient jusqu'au debout. Et c'est ainsi que j'ai pu dégager. Et après, un demi-jean m'a pris dans le sentier. Un sentier rocailleux. Et les gars de Bici tombent, ils me cassent, et me cassent le fer pour le genou. Et Dieu m'a aidé. Nous y allons, quand on nous a informé qu'il y a des gendarmes, des militaires, et là, tout comme la frontière du Ghana là qui attendent. Alors nous avons bifurqué pour rester dans une ferme, petite ferme de 3 ou 4, 5 personnes dans une cacahuayenne. On est resté là. Une pluie énorme s'est abattue. Ce qui a mis les soldats en fuite, ils sont partis, ne veulent pas se bouger. Et alors, on a pu nous dégager, nous sommes retournés à Génijan et nous avons pris un Patacoco. C'est une voiture impossible. Mais quand il met le feu de raya, on peut aller au mobile. Ah oui, avec ça, nous sommes arrivés juste à haut. Chez Monseigneur Lodonou, mon ami, mon vieil ami, qui est maintenant grabataire, qui ne s'attendait pas à me voir cette nuit-là,
J'ai débarqué chez lui. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai raconté un peu notre aventure. Bon Jéhovah. Bon, de toute façon, nous avons passé par ces phases. Et finalement, nous sommes allés nous réfugier au Ghana. Et nous avons dû payer par mois 2000 euros, 2000 dollars pour location de résidence que nous, hein, de toutes les façons, 2000. Nous avons changé de cela 3 ou 4 fois parce qu'on nous poursuit. Il ne faut pas qu'on nous découvre. Nous avons fait ça. Et puis, grâce à Dieu et à la débrouillardise de mon assistant, nous avons abordé, nous avons été chez le gouvernement et nous avons demandé d'être logés, qui nous aide quand même à nous loger. Et c'est ainsi que le gouvernement nous a logés dans un building, voilà, disons, c'est ça, une résidence à 3 chambres, salon, cuisine et tout. Et pour 1 an, ça nous a épargné, parce que l'argent, nous n'en avions pas du tout assez, et puis ça finissait. Donc, j'ai dû téléphoner à mes neveux. Je leur ai dit, débrouillez-vous, hein. Votre oncle, il est en train de lutter pour tout le Togo, mais il n'a pas d'argent. Débrouillez-vous, envoyez-vous quelque chose par mois. C'est ainsi qu'eux aussi, à contre-cœur, parce qu'ils ont dit, nous t'en avons aussi. Hein? Aussi. Mais donc nous avons bordé, on voulait border au Français, on le dit au point. Puis on s'en est bien dit, oh, bon, de toutes les façons, ils vont accepter, ils ont fait un peu, quelques choses. Et nous avons vécu là-bas avec, je dirais, la fourberie des Ghanéens, excusez-moi. Les Ghanéens ne sont pas comme les Togolais. Et fille, papa, on se connaît un peu. De toutes les façons, c'est de là que nous avons été chez le, comment il s'appelle, le comité de Haut Commissariat pour les réfugiés. Et c'est lui, interrogation sur interrogation, qui finalement nous a délivré les passeports pour les réfugiés. Et puis, ils ont pris les dispositions pour que je puisse venir comment en Suède, pour question de santé. Parce que quand je suis resté au Ghana, oh, mes amis, c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a sauvé. Des malaises que je n'avais jamais eu au Togo. Je suis un porteur de cathéter. On m'a opéré en Allemagne 4 fois. Cancer de la prostate. Ils ont réussi, mais ma peau cicatrise complètement. Alors, l'endroit qui a été touché par le chirurgien a tellement bien cicatrisé que l'urine ne peut plus passer. C'est ainsi qu'une nuit, mon ventre est devenu gonflé d'urine, de crier, de hurler, et le médecin de garde est venu perforer mon pubis et il a fait couler l'urine. C'est ce jour-là même, ce matin-là même, que je devais être opéré par le vrai chirurgien. Alors le vrai chirurgien n'a fait plus que s'afficher en mettant un cathéter à la place. Donc, merci. Bref, c'est ainsi que depuis 22 ans, je porte ce cathéter. Mais arrivé au Ghana, ça me créait des ennuis. Infection des voies urinaires. J'allais mourir.
Mais heureusement, le docteur, ce qu'il a été, a trouvé la solution et ça m'a soulagé. Mais après, d'autres malaises que je ne comprenais pas. Bon, de toute façon, je crois que Dieu était à l'œuvre. Alors, j'ai décidé, et le HCR a accepté de m'envoyer en Suède. En Suède, où il a vanté les qualités de médecin de là. Alors nous sommes. Mais les papiers qui devaient nous accompagner, ces papiers ont été faits. Nous avons pu venir quand même là-bas. Et les locaux où on devait nous loger, c'est pas ça. Donc tout simplement deux petits. Je dirais comment je les appelle. Voilà. Le bureau d'étudiants là. C'est là où nous sommes logés. Ils disent que notre cas est exceptionnel. Bon, c'est là où nous sommes logés. C'est bien que quand je proposais d'aller à Belgique, j'avais la bannière. Comment on va faire pour se rendre en Belgique? Il n'était pas très chaud, et ces gens-là de nous laisser venir à cette réunion aussi. Nous sommes pratiquement débrouillés avec l'aide de Dieu. Et grâce à Dieu, tout le parcours, personne ne nous a demandé de papier. Mais les pays ici, on avait deux grosses valises. Et moi, je suis perdu déjà, je n'arrive pas à marcher. C'est lui qui transportait les valises. À quelle gare faut-il aller? On ne savait pas. Quand on arrive à la gare, il faut savoir lequel. Nous ne parlons pas leur langue. Tous là-bas, ils parlent leur langue. Mes amis, c'est pas comme chez nous, où à la jeune chambre où on parle français. Leur langue. Tout est écrit dans leur langue. On était embêtés. Et puis, finalement, on a découvert que parfois, il faut prendre l'ascenseur qui descend et qui monte pour trouver la quai indiquée. Mais parfois, cet ascenseur ne marche pas. Et Marc doit transporter les grosses valises. Pour la première fois, il est tombé en voulant monter. L'escalier mobile, il a rencontré la valise, le pauvre. Si Dieu n'avait pas été avec nous, qu'il était blessé, je lui trouvais à l'hôpital, moi, qu'est-ce que je peux faire? Bon, de toutes les façons, des incidents incroyables, nous les avons affrontés. Mais grâce à Dieu, les amis qui ont fait l'organisation ici ont pu nous prendre à partir de non, c'est la chambre. Oui, en voiture, et nous sommes arrivés. Et voilà un peu ce que nous avons souffert pour le voyage et la venue ici. Mais avant ça, il y a eu dans ma vie un événement incroyable. Cet événement, c'est qu'un jour, j'étais malade, j'étais malade là, que je dominais, mais en voulant dire mon chapelet dehors, pour servir en même temps de sport et de prière, de faire, en décitant le chapelet, le tour de la maison. Et après d'avoir fait ce soir-là, où j'étais seul à la maison, dans cette résidence-là, parce que cet accident s'est produit à l'absence de mon assistant Marc, qui
la veille, a vu aussi une autre épreuve. Sa fille, qui nous faisait à manger, a piqué une crise, a eu un malaise si grave que le papa a dû l'emmener à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, elle est tombée dans le coma. Vous avez compris. Donc, il a fait appel à son frère Alomé, qui est arrivé le vendredi 9 avril. C'est ce jour-là où, quand les deux sont partis au chevet de la malade à l'hôpital, moi j'ai décidé de faire mon chapelet. Et cependant, j'ai la chose que au 7e tour de mon chapelet, je faisais le tour de cette résidence. J'ai senti comme quelqu'un qui m'a poussé. Et mon pauvre bâton que vous voyez là, je ne sais plus si ça existe. Voilà. Je suis tombé de tout mon long, par terre, le front contre le sol. Voilà la cicatrice. J'ai baigné dans un bain de sang. J'ai perdu connaissance. Je suis resté ainsi pendant 1h30. Quand je suis revenu à moi, que c'est? Je ne peux pas me revenir. Moi, vous savez comment on m'a tenu tout à l'heure pour monter ici. Il n'y avait aucun autre objet d'une certaine hauteur pour que je m'agrippe, que ce n'était pas la peine. Pas la peine de faire l'effort pour me lever. J'étais dans le sang. D'autant plus que les autres, il y a eu déjà deux attaques comme ça où je suis tombé dans la chambre. Mais là, c'est moi qui est venu me relever. Donc, comme il n'est pas là, je suis resté. Et c'est quand j'ai entendu le bruit du taxi qui le ramenait, lui et son frère, de l'hôpital, que j'ai crié « Marc, je suis tombé au secours, je suis derrière la maison !» Marc et son frère ont accouru et me trouvent dans cette... De mon sang, coulait mon sang en rançon pour la libération du Togo. C'est Dieu qui me parle. Eh bien, on m'a amené à l'hôpital et les médecins m'ont arrangé, soigné et ils ont demandé de me garder à l'hôpital. Marc s'y est opposé. Et pour cause, sa fille vient d'être malade et encore hospitalisée. Mais pour la fille, il n'y a pas de danger. Mais accepter que je sois hospitalisé dans cet hôpital-là, pour ceux qui cherchent ma vie, viendraient m'achever. Voilà, j'étais interpellé. Je suis venu à la maison. Et je suis revenu, Marc m'a ramené à l'hôpital chaque 3 jours pour les soins. Voilà, chaque 3 jours. Donc, du 9 avril au 17 avril, 8 jours, j'ai été soigné 3 fois. Et au 8e, à la 8e fois, ils ont déclaré que la plaie est cicatrisée. Voilà. Quand nous avons raconté ça, j'ai raconté ça vivement et montré les images, les gens ont dit que c'était montage. Quel montage? Il a dit ceux qui font Thomas, c'est Thomas qui ne veut pas croire, qui viennent en Belgique et qui voient. Voilà la cicatrice de mon front. C'est Dieu qui nous sauve. Et ce sont des signes par lesquels je dis que ce combat
que je mène avec la foi, Dieu est avec moi et de nous le temps va tomber, on gagnera. Voilà. Merci.